Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur l'importance de l'accompagnement pendant le parcours de PMA. Ce soir, nous comptons avec la participation et la présence de Sabrina de l'association Maya, association avec laquelle nous collaborons il y a presque 6 ans. Avec la présence aussi de Clotilde Daberna, hypnothérapeute et accompagnante en périnatalité et parcours de PMA, et ma chère collègue Clara Gradoli, responsable de l'équipe internationale de la clinique Fertilab, qui vous expliquera un peu le parcours chez nous. Donc, je cède la parole à Sabrina tout d'abord, qui vous expliquera un peu sur l'association Maya. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tous. Donc, je suis Sabrina de l'association Maya. Je suis la référente de l'association. L'association a plus de 20 ans. Nous avons à peu près 1000 adhésions annuelles. Donc, pourquoi venir adhérer à une association quand vous faites un parcours à l'étranger ou même en France? Donc, la mission première de Maya est donc de vous offrir un lieu de parole, d'échange, de soutien, afin de vous guider au mieux dans ce parcours complexe et ne plus vous sentir seul. Donc, nous avons deux sortes d'adhésion qui est annuelle de date à date. Donc, une première qui est l'adhésion simple qui est à 45 €. Donc, vous avez trois avantages dans cette première adhésion. Donc, qui est la réduction sur les tarifs des cliniques avec qui nous sommes partenaires. Ensuite, vous avez aussi accès à un forum qui est privé et anonyme. Et nous sommes là aussi en tant que médiateurs. Si vous rencontrez un problème avec une clinique avec qui nous sommes partenaires, ne pas hésiter à revenir vers nous. Et la seconde adhésion, l'adhésion complète qui est à 85 €. Donc, ça reprend l'adhésion simple avec les trois avantages que vous avez dedans, plus une aide à la constitution du dossier sécurité sociale pour celles qui peuvent prétendre à un remboursement. Donc, il y a deux grandes lignes pour avoir le droit à un remboursement à l'étranger, même si vous faites un protocole dans une autre clinique. Donc, il ne faut pas avoir plus de 43 ans et ne pas avoir dépassé les 4 FIV ici en France. Voilà. Donc, ce soir, nous sommes avec la clinique Fertilab où nous avons un partenariat de plus de 5 ans avec eux. La réduction est de 15%. Et dans cette clinique, vous avez toujours un médecin et un coordinateur ou une coordinatrice qui est francophone. Voilà. Et nous avons aussi une invitée, Clotilde Daberna. Donc, nous avons aussi un partenariat ensemble qui est tout nouveau. J'ai assisté à une de ces visios et voilà, elle a su, je ne sais pas si on peut dire ça, mais m'embarquer dans sa visio d'hypnose et en fait c'est quelque chose voilà qui peut être complémentaire dans votre parcours PMA et grâce à notre partenariat aussi vous avez des réductions sur ces séances. Donc voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Clara. Et je vous souhaite un bon webinaire. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la suite ou à revenir vers moi aussi. Vous aurez mes coordonnées pour pouvoir me contacter par téléphone ou par mail aussi, juste à la fin. Bon webinaire, bon visionnage. Merci Sabrina. J'ai oublié de dire au début la dynamique de ce webinaire. Donc, après la présentation de Clotilde et de Clara, vous trouverez qu'à droite, il y a une section appelée chat, que c'est pour interagir entre vous. Ce n'est pas là que vous devrez poser vos questions, c'est juste pour parler entre vous si vous le souhaitez. Et après, il y a une section qui s'appelle questions, où vous pourrez poser toutes vos questions. Si la question est dirigée à Sabrina par rapport à tout ce qui est accompagnement à l'association Maya, vous pouvez mettre pour Sabrina. Si la question est dirigée à Clotilde, vous mettez pour Clotilde pour tout ce qui est hypnothérapie et accompagnement pendant le parcours de PMA ou périnatalité. Et si la question est par rapport à l'accompagnement à la clinique Fertilab,
vous mettez pour Clara. Et moi, je vais les lire en haute voix et sont tout à fait anonymes. Vous pouvez les lire en toute confidentialité, les poser en toute confidentialité. On ne voit ni le nom ni le prénom de la personne qui les pose. C'est moi qui va les lire en haute voix. Et Sabrina, Clotilde et Clara, ils vont les répondre en haute voix aussi. Si jamais les questions que vous poserez aujourd'hui ne pourront pas être répondues parce que peut-être on arrive à la fin du webinaire avant, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous écrire un mail. Après, on vous donnera toutes nos coordonnées et vous pouvez nous poser ces questions cette soirée ou demain dans la matinée et on vous répondra dès que possible. Après, donc, profitez aussi, maintenant qu'on est tous connectés, qu'on est au début de ce webinaire, pour vous inviter aussi à une journée sur place présentielle, une journée informative à Paris, le samedi 13 janvier, où l'on sera justement toutes les quatre, plus le docteur Fulvia Mantini, une de nos gynécologues spécialiste en procréation médicalement assistée et infertilité. Donc, n'hésitez pas de contacter Sabrina dans les coordonnées qu'on va vous donner tout à l'heure pour vous inscrire à cette journée informative qui aura sur place à Paris le samedi 13 janvier. Merci beaucoup et je cède la parole à Clotilde pour sa présentation. Oui, Clotilde? Clotilde? Il faudra, oui. Clotilde, tu peux commencer maintenant ta présentation si tu veux. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons, Clotilde. Oui, ok, super. J'ai des gros problèmes de connexion, j'ai beaucoup de vent, donc j'espère que ça va être audible. N'hésitez pas à me dire si ça ne l'est pas. Ça s'entend super bien. Donc, je suis Clotilde. Ok, super. Je suis Clotilde Averna, donc je suis hypnothérapeute et non conférencière, donc je vais faire du mieux que je peux pour cet exercice de webinar. Dans tous les cas, ma priorité, même si vous entendez un mot entrecoupé de temps en temps, c'est vraiment de vous faire passer le message que vous n'êtes pas seul et que finalement, il est important de travailler sur la partie émotionnelle dans votre parcours de désir d'enfant parce que le médical peut faire plein de choses, mais si on ne travaille pas en parallèle le côté émotionnel, on le verra un petit peu dans quelques minutes, c'est beaucoup plus difficile et parfois plus long d'avancer dans votre désir d'enfant. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qui m'a amenée là? Eh bien, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai été moi aussi en parcours de PMA et au bout de 4 ans, j'ai réussi à avoir une petite fille qui aujourd'hui a 8 ans et demi. Et quand ma fille a eu 15 mois, j'ai repris les traitements et le parcours PMA. J'ai repris, donc j'ai eu aussi des opérations, enfin voilà, tout le package lié à la PMA. Et au bout de 2 ans et demi à nouveau de parcours où moi j'étais persuadée que voilà, je réussirais à avoir mon deuxième enfant. J'avais réussi pour la première, je réussirais pour le deuxième. Eh bien, je suis convoquée un jour par le professeur du service PMA que je n'avais jamais rencontré auparavant, mais voilà, qui m'a convoquée. Je me suis dit: «De toute manière, moi j'ai encore une tentative, donc rien à craindre, je continuerai». Et bien, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, même pas du tout. Je suis rentrée dans son bureau avec mon mari et en moins de 5 minutes, le professeur m'annonce que le parcours est terminé. Donc la PMA est terminée pour moi et qu'en plus, je dois me faire opérer de l'utérus parce que j'ai une endométriose trop importante. Alors je vous laisse imaginer l'état désastreux dans lequel je suis ressortie du bureau, en larmes, avec une incompréhension totale de ce qui m'arrivait. Je suis rentrée chez moi et pendant 5 jours, ça a été vraiment compliqué.
J'avais les larmes qui coulaient toutes seules, je comprenais pas ce qui se passait. Je pense que du coup, tout ce que j'avais verrouillé pendant des années, par rapport aux douleurs de l'endométriose, flambait, en comme un feu de joie, sauf que c'était pas du tout de la joie et hem et au bout de 5 jours, j'ai, ma fille donc qui était toute petite à l'époque, qui s'approche de moi, qui regarde mon visage où sur lesquels les larmes coulaient encore et qui me dit: «Mais je suis là moi maman». Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, si je peux pas porter mon deuxième enfant dans mon ventre, eh bien je vais le créer autrement». Et c'est de là qu'est né, après une reconversion et un gros travail, sur moi-même et sur le deuil de ce deuxième enfant classique, c'est là qu'est né mon cabinet d'hypnothérapeute et tout le sens du parcours que j'ai vécu, de toutes ces années de galères, de douleurs, d'attentes, d'échecs et bien, tout ce parcours a pris sens le jour où, bah, j'ai créé mon cabinet d'hypnothérapeute et que, bah, aujourd'hui, je dédie mes journées à accompagner, les femmes qui, à leur tour, sont dans un parcours de PMA et leur offrir tout cet accompagnement émotionnel, qui pour moi, aujourd'hui, est clairement indispensable, et de pouvoir travailler main dans la main avec, bah, tous les médecins, les cliniques et vous apporter le meilleur, en fait, que ça dure voilà, que le parcours dure le moins longtemps possible et qu'il soit le moins pénible possible. Voilà un petit peu, qui je suis. Maintenant par rapport aux possibilités d'accompagnement, alors, mon outil principal du coup est l'hypnose et l'hypnose permet de travailler sur la partie inconsciente de nous-mêmes. On a une partie consciente et une partie inconsciente, j'y reviendrai dans quelques minutes et on peut vraiment travailler sur une multitude de problématiques. Des éléments conscients ou inconscients, peu importe. J'ai des personnes, j'ai le souvenir d'avoir une personne que j'ai eue en séance et à la deuxième séance qui, me dit, voilà, moi je n elle était en parcours PMA, elle avait 46 ans et d'un seul coup, elle repense à un événement qu'elle a vécu quand elle était, enfant, quand elle avait, 4-5 ans. Un événement où, en fait, son papa devait partir, au travail et tout simplement, elle ne voulait pas que son papa parte au travail et du coup, elle lui a caché ses clés de voiture pour pas qu'il puisse partir et son papa, bah, s'est pris un petit peu d'impatience, de colère de ne pas trouver ses clés de voiture et il a fini par les trouver. Il les a trouvées dans le berceau, de la poupée de la personne que j'accompagnais et de colère, il a cassé le berceau et cette personne-là a intégré, du coup, en allant creuser un petit peu sur, ce qui avait pu bloquer, son désir d'être enceinte, en tout cas les possibilités d'être enceinte, et bien est revenu cet épisode-là où finalement elle avait intégré qu'elle n'avait pas le droit de jouer à la poupée et que du coup elle n'avait pas le droit d'être maman. Et le fait d'avoir été travaillé sur cet épisode qui pouvait paraître complètement anodin, de prime abord, eh bien, elle était suivie par une clinique, en Espagne et le mois d'après quand elle a refait une tentative de transfert d'embryon, eh bien, le transfert s'est accroché et aujourd'hui elle est l'heureuse maman d'une superbe petite fille de 2 ans ou 2 ans et demi maintenant. Donc heu, donc voilà. On peut également travailler, sur les peurs, quel que soit le type des peurs. On peut avoir la peur d'être maman alors qu'en fait c'est juste ce qu'on veut le plus au monde. Mais voilà, il y a des peurs qui se mettent en place. Ça peut être aussi, le stress sur lequel on peut venir, travailler parce que, bah, vous imaginez bien que si votre corps, si votre utérus est complètement contracté, bah, clairement on va pas mettre grand chose dedans, même avec tous les le pouvoir des médecins. Il y a besoin d'aller, donner un peu plus de souplesse, à l'utérus, au corps, pour pouvoir, transférer ce qui ou ponctionner, peu importe l'étape du protocole dans lequel vous êtes. Dans tous les cas, voilà, de vraiment amener,
de plus en plus d'ouverture, de plus en plus d'apaisement. Et on peut également travailler sur des autorisations à se donner. Il y a de nombreuses personnes que j'ai pu accompagner qui finalement voulaient plus que tout au monde être maman, mais ne s'autorisaient pas à être maman. Alors pour X raisons dans leur histoire de vie, dans leur histoire familiale, et le fait d'aller déverrouiller ces éléments-là, bah, ça leur a permis de vivre leur parcours, de PMA beaucoup plus sereinement et pour plusieurs d'entre elles, beaucoup plus facilement. On peut également, travailler, bah, sur toute la confiance qui est mise à mal, tout le mal-être, que l'on peut, rencontrer dans ce type de parcours et puis, un élément sur lequel on travaille aussi régulièrement, c'est, tout ce que l'on appelle fausse couche. Alors clairement, moi, je n'aime pas du tout ce terme de fausse couche parce que ça n'a rien de faux, quand on le vit. Je parle plutôt de grossesse arrêtée et quel que soit le stade de l'arrêt de grossesse, eh bien, chacune le vit différemment. Donc, une femme pour qui la grossesse est arrêtée à 2 semaines, peut être aussi difficile qu'une autre femme où elle s'est arrêtée à 2 ou 3 mois. Ça, c'est vraiment propre à chacune et ce qui est important, c'est d'aller travailler finalement sur le deuil de cette grossesse qui s'est arrêtée pour ensuite pouvoir s'ouvrir à nouveau, à la vie et à accueillir la vie dans son corps. Donc remettre son corps en condition et en confiance surtout pour accueillir à nouveau la vie, surtout quand il y a eu des éléments, traumatiques, dans le passé. Voilà un petit peu, sur les principales, problématiques, mais il y en a vraiment un nombre, autant de problématiques que de personnes. Donc, voilà, c'est juste un panel, assez large. Au niveau de l'hypnose, du coup, c'est vraiment, l'hypnose permet de travailler sur la partie inconsciente de l'être humain et la partie inconsciente, comme vous voyez sur l'image que j'aime bien, représente 90. En fait, l'inconscient génère 90 de nos choix, de nos émotions et de nos comportements. Et notre conscient en génère que 10. Et c'est pour ça que l'hypnose, en fait, est ultra efficace parce qu'on va travailler sur toute la partie immergée, en fait, que l'on ne voit pas, dont on n'a pas forcément, idée et pour autant qui dirige 90 de notre vie. Donc voilà, hyper important d'aller travailler sur cette partie-là et l'hypnose, contrairement à tout ce qu'on peut, imaginer à travers ce qu'on entend, de l'hypnose de spectacle, l'hypnose thérapeutique, donc qu'on fait en cabinet, que moi je pratique, que ce soit en cabinet, en présentiel ou en visio, peu importe. Mais en tout cas, l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment, accessible à tous, à toutes et on est toutes, tous, réceptifs, contrairement à ce qu'on peut croire avec l'hypnose de spectacle qui, a besoin en fait des 10 de la population les plus réceptifs. Ça ne veut pas dire qu'il y a que 10 de la population qui est réceptive, ça veut simplement dire qu'il y a 10 de la population qui est le plus réceptif et l'hypnose de spectacle privilégie ces 10 là parce que vous comprendrez que, bah, pendant un spectacle, on n'a pas le temps de mettre 10 minutes ou un quart d'heure à faire rentrer quelqu'un en hypnose et que clairement le show, il tomberait un peu à l'eau. Donc, tout est fait, tout est orchestré mais voilà, hormis hypnose de spectacle où c'est vraiment des cas particuliers, sinon toutes les personnes sont de toute manière hypnotisables, puisque c'est un état de conscience modifié naturel. En fait, cet état de conscience modifié naturel, on le retrouve dans plein de situations de notre quotidien et des études montrent qu'on connaît cet état de conscience modifié naturel plusieurs fois par jour, chacun d'entre nous. C'est par exemple quand on est sur une route et on se dit: «Comment je suis arrivé là?» Eh bien, on a été en état de conscience modifié à ce moment-là, quand on n'a pas eu conscience en fait d'une partie du chemin parcouru. On est également en état de conscience modifié naturel quand on est devant un bon film et que, bah, au bout de 2 heures, le film se termine et on se dit: «Mais déjà?» Eh bah, oui, ça fait quand même 2 heures, donc on a perdu la notion du temps. On était absorbé dans autre chose et c'est exactement pareil, quand on est dans un bon livre, qu'on est captivé par le livre
et qu'on peut même avoir des émotions alors que c'est simplement une histoire. Là, on est également en état de conscience modifié naturel. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait en douceur, en étant guidé de A à Z. Et le but de l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment d'aller vers le mieux-être de la personne et absolument pas de lui faire la poule comme en spectacle. Donc, aucune crainte à ce niveau-là. Et du coup, l'hypnose permet d'aller travailler sur toute cette partie qui nous dirige au quotidien, qui dirige aussi notre désir d'être maman, notre désir de porter notre enfant et de le mettre au monde. Et du coup, d'aller travailler sur cette partie-là permet vraiment de déverrouiller un maximum de choses. Voilà un petit peu pour l'inconscient, l'hypnose, mais de toute manière, je prends toujours le temps de réaborder cette notion-là à la première séance, ou même en ayant les gens au téléphone au préalable, pour vraiment pouvoir prendre le temps d'échanger sur toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'hypnose et répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Donc en fait, voilà, ma priorité, comme je l'ai dit au démarrage de ce petit monologue. Ma priorité, c'est vraiment que vous vous sentiez soutenu, que vous puissiez être de plus en plus apaisé et avancer le mieux possible dans votre parcours, alors qu'il soit déjà médicalisé ou pas encore, peu importe, mais dans tous les cas, vous aider au maximum dans votre parcours pour être maman et vous aider à débloquer tout ce qui peut l'être. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hem, Par rapport aux questions, comme l'a dit, Esther tout à l'heure, vous avez un chat voilà, pour poser vos questions. On y répondra en fin de séance. Si jamais il y avait des questions, auxquelles on ne pouvait pas répondre là dans l'immédiat ce soir par manque de temps, ou simplement parce que vous n'avez pas envie de poser vos questions, dans le chat, vous n'hésitez pas, vous pouvez, me contacter, soit par mail, soit par téléphone, comme vous le souhaitez. Et on peut prendre un temps pour échanger ensemble. Et puis, voilà, je pourrais répondre à vos questions et puis faire un bout de chemin ensemble si vous le souhaitez. Mais on peut très bien déjà prendre le temps d'échanger ensemble. Voilà pour moi. Du coup, je pense que je passe la parole à Clara. Merci beaucoup. Merci Clotilde. Avec plaisir. Là, je vais vous partager la présentation de la partie de Fertilab. Voilà, c'est bon? Voilà, donc je vais commencer. Vous aviez déjà écouté Sabrina et Clotilde avec ces précieuses informations. Et là, je vais vous expliquer un petit peu en gros en quoi consiste un parcours chez Fertilab pour que vous puissiez avoir une petite idée, parce que des fois, quand il faut faire appel à la PMA à l'étranger, ça peut être ressembler au début un parcours difficile, et on essaye de faire le chemin le plus facile possible pour les patients, être à côté d'eux malgré la distance. Et je veux vous expliquer un petit peu comment est-ce que nous gérons les dossiers des patientes qui habitent pas à Barcelone. Donc, tout d'abord, je commence par vous présenter notre équipe de gynéco et spécialistes en PMA. Chez Fertilab, nous priorisons toujours que la patiente ou les couples soient toujours suivis par le même gynéco, le ou la même gynécologue et spécialiste en PMA du début jusqu'à la fin, parce que nous considérons que c'est la meilleure manière de vraiment prendre connaissance du parcours de chaque femme au couple et accompagner pendant tout le parcours. Mais il est vrai aussi que tous nos médecins sont les spécialistes et peuvent s'en occuper éventuellement si lors de l'intervention de la patiente, son gynéco de référence est en vacances ou en congé, quoi que ce soit. Donc, comme Esther l'a mentionné avant, et nous disposons des gynécos francophones. Donc, pour les patientes francophones, c'est tout à fait possible de faire la suivi dans leur langue maternelle. Et on travaille aussi avec des patientes qui parlent italien, l'anglais, etc. Donc, c'est grâce à l'équipe qu'on a aujourd'hui qu'on peut offrir cette suivi dans la langue maternelle de la patiente, ou soit une langue dans laquelle se sent et bien en parlant, qu'elle puisse vraiment bien comprendre toutes les étapes. Donc, c'est là pour notre équipe. Nous attribuons le médecin depuis la première consultation et la gynécologue de Fertilab qui accompagnera le couple ou la patiente tout au long du parcours.
Là, après, on a préparé cette petite diapo qui montre un petit peu les différentes étapes. J'aimerais bien commencer par dire que tout d'abord, bien sûr, il y a une première consultation qui est tout à fait gratuite et sans engagement. D'accord? La patiente peut la faire, prendre connaissance du gynéco, évoquer voilà, le type de traitement qu'elle est intéressée à réaliser, un petit peu si elle a fait des traitements auparavant, etc. Et puis, après cette première consultation, décider librement si elle souhaite ou pas continuer avec nous. Suite à cette première consultation, c'est le moment que la patiente ou le couple aura également une assistante médicale attribuée qui va aussi accompagner la patiente du début jusqu'à la fin pour traiter tout ceci à titre médical et administratif également. Donc, nous sommes en ces moments 13 assistantes médicales ou coordinatrices qui accompagnent le patient, d'accord, pas uniquement à la distance, mais aussi lorsque les patients doivent se déplacer à Barcelone, venir nous voir. Nous sommes aussi présentes pour accompagner en tout moment, voilà, le couple ou la femme. Hein. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes. Tout d'abord, on aura fait, voilà, effectivement, cette première consultation. Et la première étape, ça serait bien sûr la réflexion pour les patients de décider si elle poursuit son parcours avec nous. Et l'étape de, on va dire, constituer ou actualiser les dossiers médicaux, parce qu'il est bien sûr très important que tous les examens que les gynécos recommandent à faire soient OK au niveau de résultats et soient aussi à jour au niveau de la date de validité. Et si tout cela c'est OK, c'est la patiente qui décide à quel moment elle souhaite commencer le traitement. Nous n'allons jamais imposer à quel moment le faire. Ce sont vraiment les patients qui décident parce qu'effectivement, il faut se rendre un petit peu disponible. Et voilà, la patiente décide à quel moment elle souhaite faire le traitement. Et on envoie à l'avance tout ce qui est le protocole médical avec les différentes indications qu'il faut suivre au niveau médication, etc. Et aussi l'ordonnance avec les médicaments équivalents dans leur pays de résidence, d'accord, pour qu'elles puissent facilement avoir les médicaments aussi. Donc, dès que toutes ces parties est faite, tout est OK, la patiente prévient l'assistante médicale à charge de ce dossier, comme quoi les cycles a commencé. Normalement, dans presque la totalité des cas, il est important qu'on connaît la date d'arrivée de début de cycle de la patiente. Donc, la patiente nous envoie un petit mail et nous prévient de son début des règles. Et à ces moments-là, l'assistante confirme le début de le traitement qui peut être, voilà, effectivement, en fonction du type de traitement, on parle soit d'injection, des comprimés, des patchs par voie cutanée, peut-être rien du tout lors d'un cycle naturel, ça dépend. On ne fait pas de protocole standard, on fait de protocole personnalisé, donc ça vraiment va dépendre de chaque cas. Donc, on donne le feu vert pour commencer. Et à ce moment-là, on peut confirmer les dates auxquelles la patiente devra faire ce qu'on appelle le contrôle folliculaire, qui consiste à la réalisation de échographie et prise de sang aussi. Toute cette partie, la patiente peut la faire dans son pays de résidence, avec soit les gynécos qu'il a normalement suivis, ou soit si c'est pas le cas, nous aussi, nous proposons des gynécos avec lesquels nous collaborons, qui peuvent aussi suivre les patientes dans le parcours de PMA en Espagne avec Fertilab. Donc, la patiente prend le rendez-vous. Normalement, on a besoin de 2 ou 3 contrôles folliculaires. Et dès que tout est OK, on peut déjà fixer proprement l'intervention. D'accord? Comme intervention, et on parle soit de ponction folliculaire, transfert embryonnaire, l'insémination artificielle, ou soit de tests complémentaires, comme ça peut être une hystéroscopie, un test de réceptivité endométriale, etc. D'accord? Donc, dès que la patiente connaît la date, elle peut déjà, voilà, organiser son voyage à Barcelone. Et ça dépend un petit peu d'où ils sont situés en France, qui peuvent venir, soit voiture, train, et l'avion, etc. Nous, de notre côté, on aide la patiente si jamais elle a besoin avec voilà, une liste d'hôtels situés aux alentours de la clinique. Si elle a besoin, par exemple, d'un justificatif d'absence au travail, si elle a besoin d'un certificat pour voyager avec les médicaments qui ont besoin d'aiguilles, parce qu'on en a besoin d'un petit certificat à montrer et à l'aéroport, tous ces types de petites choses, bien sûr, on est là pour la patiente. Et finalement, voilà, c'est les moments dont on reçoit dans nos locaux la patiente pour l'accompagner au moment de l'intervention. D'accord? Donc, comme on a dit avant, l'assistante médicale est là pour la patiente, pour l'accompagner en tout moment. Si jamais
il y a quelqu'un de l'équipe, par exemple, de la partie de réception, les biologistes, etc., qui ne partagent pas la même langue, on est là pour traduire, d'accord, pour qu'en tout moment, la patiente peut avoir toutes les informations lui concernant dans sa langue maternelle. On réalise proprement l'acte médical et dans le cas, par exemple, de le transfert et l'insémination, les jours même, la patiente a le feu vert du médecin pour rentrer chez elle, si c'est ce qu'elle souhaite. Si elle souhaite rester à Barcelone, bien sûr, c'est possible. Et dans le cas d'une ponction folliculaire, il sera recommandé de rentrer à partir du lendemain parce que comme il s'agit d'une intervention que nous effectuons et sous anesthésie, il est important pour la patiente de rester sur place, voir que tout va bien et rentrer à partir du lendemain chez elle. Donc, la patiente rentre, on lui donne bien sûr un compte rendu avec toutes les indications à suivre à partir de ces moments-là. Et une dizaine ou 15 jours, ça dépend du traitement. Après, on a déjà le moment pour faire le test de grossesse, que déjà elles peuvent le faire chez elles, bien sûr, et nous communiquer le résultat. Et si c'est positif, on est tous très contents, on lui donne les indications pour la suite et nous, on reste en contact avec la patiente pendant toute la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Et même après, on reçoit encore des petites photos des enfants et ça nous fait toujours plaisir. Et si malheureusement le résultat est négatif, là, on convient un appel avec les gynécos de référence à Fertilab pour évoquer ensemble, avec la patiente, les éventuelles causes de l'échec, voir si la patiente souhaite recommencer, retenter une nouvelle tentative, quand est-ce qu'elle souhaite le faire, si jamais le docteur préconise un changement de protocole, la réalisation d'autres tests complémentaires qui puissent nous donner un petit peu plus d'informations, etc. Normalement, on n'aime pas refaire des tentatives en suivant toujours le même protocole, parce qu'on considère que, effectivement, on peut essayer de trouver, d'avoir plus d'infos pour améliorer les possibilités de réussite. Et si besoin, on recommence. Mais on est toujours avec la patiente. Et comme Clotilde est là aussi mentionné, pour nous, on considère qu'il est vraiment important que la patiente soit bien accompagnée, pas uniquement du côté médical, avec les gynécos à Fertilab et l'assistante et les gynécos en France, en Suisse ou dans le pays de résidence, mais aussi du côté émotionnel. Nous, Esther et moi, que ça fait déjà des années qu'on travaille en PMA, on voit vraiment la différence quand il y a une patiente qui est aussi soutenue du côté émotionnel. Ça fait vraiment la différence et on trouve que la patiente, même si des fois il faut faire face à des situations qui ne sont pas les meilleures, et la manière dans laquelle nous sommes préparés ou si on a quelqu'un à côté qui peut nous aider, vraiment ça fait vraiment la différence parce que nous sommes là, mais effectivement chacun a son spécialité, on va dire, il faut s'en occuper de ce qu'on vraiment connaît. Donc c'est pour cela qu'avec Esther et le travail pour avoir effectivement ces types de collaborations avec des associations comme Maya ou avec des spécialistes comme Clotilde pour vraiment entrer tous et créer le meilleur, on va dire, entourage pour la patiente pour qu'elle soit accompagnée dans tous les niveaux et ainsi essayer de faire le chemin de la PMA qui n'est pas toujours facile, les plus agréables possible et que tout se passe pour le mieux. Donc ça c'est un petit peu notre philosophie et nous on s'en occupe proprement de la partie médicale, mais toujours accompagné par des spécialistes du côté émotionnel qui est indispensable pour ce type de traitement. Donc, vraiment un plaisir d'avoir partagé cette webinaire avec vous. J'espère que ça vous a permis un petit peu de mieux comprendre comment nous travaillons à Fertilab. Ici, vous avez nos coordonnées. Si jamais, comme on a dit avant, vous souhaitez nous contacter d'ici quelques jours, pour quoi que ce soit. Et là, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et voilà, au plaisir de vous rencontrer si finalement vous souhaitez vous mettre en contact avec nous. Et peut-être à janvier, on ne sait pas si jamais vous souhaitez venir nous rencontrer aussi. Et voilà, avec plaisir d'avoir partagé cette petite moment de la soirée avec vous. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois de vos présentations. Après, nous mettrons la diapositive avec les coordonnées de Maya aussi et celle de Clotilde. Pour l'instant, nous avons 2 questions. Une qui est dirigée à Sabrina. Donc, bonsoir, je voudrais une précision concernant la prise en charge financière de la CPAM. Si l'on a 43 ans révolus, nous ne pouvons pas faire de demande d'aide financière. Merci.
Alors, oui, j'ai parlé de l'âge limite des 43 ans, parce qu'entre les 43 ans et les 45 ans, on peut faire une demande de prise en charge, mais c'est pour les personnes qui ont déjà des embryons ou des ovocytes de congelés quelque part, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui voudraient en fait faire des transferts. Mais pour un protocole entier de FIV ou FIV avec don de gamètes, c'est jusqu'à 43 ans. En fait, il faut faire le premier transfert avant les 43 ans de la personne qui demande l'aide. Mais après, je peux regarder aussi les modalités, parce que d'une personne à une autre, en fait, par rapport à son parcours qu'elle a déjà de fait, il peut y avoir aussi quelquefois des dossiers qu'on peut faire passer suite à des problèmes médicaux antérieurs et qui auraient repoussé en fait tout le parcours. Donc, ne pas hésiter à revenir vers moi. Il n'y a aucun souci. Je regarderai votre dossier. On pourra même en discuter. Et comme ça, voilà, vous saurez si vous pouvez faire la demande ou pas. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, je lis la prochaine question. Donc, comment ils n'ont pas indiqué à qui elle est dirigée. Je ne sais pas si peut-être ou Clara ou Sabrina. Donc, comment se procurer les médicaments sur l'ordonnance en France? L'ordonnance suffit pour la pharmacie? D'accord. Je peux répondre, Sabrina, ou oui? Oui, D'accord. vas-y. Super. Donc, nous, de notre côté, comme j'ai mentionné avant, nous envoyons une ordonnance, bien sûr espagnole, à nos patients français francophones, hein, pardon, et avec les équivalents dans leur pays de résidence, d'accord, afin que vous sachiez déjà le nom du médicament qui est disponible dans votre pays. Mais il est vrai que si vous souhaitez vous faire rembourser cette partie par la Sécurité sociale française, il faut absolument passer par soit les gynécos, soit les médecins généralistes et faire transcrire l'ordonnance, donc le médicament. Et j'ai eu des occasions aussi où, en payant, la pharmacie acceptait directement l'ordonnance espagnole. Mais c'est pas dans toutes les pharmacies et on n'a pas vraiment, on va dire, les noms des pharmacies qui acceptent, parce que c'est vraiment, ça change. Hein. Il y en a certains que oui, mais par exemple, par des médicaments type progestérone, etc., tout ce qui sont médicaments injectables, proprement pour la stimulation des injections, normalement, il faut passer par un médecin français qui refait l'ordonnance proprement française pour pouvoir l'obtenir. Je ne sais pas si Sabrina a d'autres informations, mais moi, c'est ce que j'ai comme retour de mes patientes. Hein. Ouais, non, c'est exact. Le mieux, c'est quand même de pouvoir faire retranscrire l'ordonnance par un médecin français. C'est toujours mieux pris en compte en fait par les pharmacies. Ils préfèrent. C'est pour cela que nous envoyons suffisamment à l'avance afin que justement la patiente puisse s'organiser pour avoir le rendez-vous auparavant, faire transcrire l'ordonnance, avoir les médicaments et voilà, avant de commencer, etc. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai lu une nouvelle question pour Clotilde. Votre accompagnement prévoit-il aussi la préparation à l'échec? Clotilde? Alors, Clotilde? Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez, Clotilde, elle normalement, m'entend? ma connexion, voilà, vient de se ouais, j'ai toujours des gros problèmes de connexion. Oui, effectivement, on peut travailler sur la préparation à l'échec, en tout cas pour se relever le plus rapidement possible et décider ce qu'on veut faire ensuite. Je peux accompagner pour continuer sur une nouvelle tentative, comme je peux accompagner pour faire le deuil de la maternité. C'est vraiment en fonction ou de partir sur l'adoption complète, sans pas don d'ovocytes, enfin, ou adoption d'embryon, mais vraiment adoption d'un enfant déjà né. Voilà, c'est vraiment, je m'adapte en fonction de ce que la personne souhaite après l'échec. Merci beaucoup, Clotilde. Donc, je vais lire la suivante question. Donc, juste un petit instant là. Pour Clara. Donc, bonsoir pour Clara, plusieurs questions. Ayant plus de 43 ans et sur les conseils de mon spécialiste en PMA en France, il faudrait que je bénéficie d'un don d'ovocyte ou don d'embryon.
Est-ce que vous en faites? Merci. Oui, tout à fait, hein. J'ai pas mentionné parce qu'effectivement, il y a plusieurs traitements, mais oui, on réalise la FIV avec don d'ovocytes et don de sperme et également l'adoption d'embryons. Merci. La même personne te pose d'autres questions. Donc, pour les doubles dons, comment ça se passe? Si échec, comment ça se passe en termes financiers? Est-ce que vous acceptez de travailler avec notre gynécologue qui nous suit en France? Merci. D'accord. Donc, tout d'abord, au niveau des doublés dons, effectivement, s'il s'agit d'un projet individuel, donc un projet d'une femme qui souhaite faire appel à un double don, la loi espagnole nous indique que la donneuse et les donneurs doivent lui correspondre au maximum au niveau phénotypique, d'accord, au niveau de la ressemblance. Donc, nous disposons de notre propre banque d'ovocytes et de sperme. Donc, c'est nous qui contrôlons tous les processus des sélections de donneurs et donneuses. Et c'est notre équipe en charge de ce programme-là qui vont faire l'attribution avec toujours le feu vert de les gynécos qui suit la patiente. D'accord? Et le don en Espagne est toujours anonyme. Donc, on peut uniquement informer la patiente de le groupe sanguin de deux et de l'âge et de la donneuse parce qu'il est important pour les examens à passer pendant la grossesse. D'accord? Au niveau surtout des pistages. Mais ça serait en gros comment ça fonctionne pour les doubles dons. D'accord? Donc, effectivement, dans ces cas-là, au niveau, on va dire, d'organisation, nous, de notre côté, on réalise le cycle de double don et de qu'on dispose des blastocystes, d'accord, des embryons âgés 5 ou 6. Là, la patiente peut déjà décider quand est-ce qu'elle souhaite faire son préparation de l'endomètre pour le transfert embryonnaire. Et puis, l'autre question, Esther, c'était au niveau à niveau financier. Et là, vraiment, ça varie parce qu'on dispose de plusieurs formules en ce qui concerne le double don. Dans ces cas-là, mon conseil, ça serait de nous envoyer un petit mail. Ça vous engage à rien. Et on pourra vous envoyer les infos, d'accord, au niveau financier, combien ça coûte, etc., pour que vous puissiez l'avoir. Et au niveau de si la suivi est possible avec les gynécos qui suivent déjà la patiente en France, bien sûr, oui. Hein. Là, nous disposons d'une liste de gynécos avec lesquels voilà, on a une relation, mais c'est juste pour les patientes qui ne disposent pas d'un gynéco, hein, qui soit pour la suivi voilà, avec une patiente qui fait la PMA en Espagne. Mais c'est tout à fait possible, hein, il n'est pas du tout obligatoire de changer des gynécos. Merci beaucoup. On a bien d'autres questions. Ça s'est bien lancé maintenant. Donc, pour Sabrina, je suis en parcours chez Fertilab et j'ai déjà eu 3 pensions, mais pas encore de transfert. Puis, j'ai encore fait une demande de remboursement auprès de la sécurité sociale. Merci. Alors, après, il faut savoir aussi quand est-ce qu'est prévu le transfert, parce que le dossier, ça se monte, c'est un dossier de demande au préalable, donc ça se monte bien en amont d'aller faire un transfert dans la clinique, parce que après, ensuite, il faut attendre un délai de 15 jours de la sécurité sociale pour avoir la réponse si c'est un positif ou si c'est un négatif. Et tout ça, si le dossier est complètement complet et s'il n'y a pas de choses erronées. Mais le mieux, ça serait que je sois contactée dès demain pour qu'on puisse discuter du parcours déjà qui a été fait et s'il y a la possibilité de faire passer un dossier ou pas. Donc, je suis de permanence téléphonique demain, mardi, de 13h30 à 15h30. Et si cette personne ne peut pas me contacter pendant ma permanence téléphonique, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un email et on essaiera de poser un rendez-vous en dehors de mes permanences pour que je puisse lui expliquer comment ça va se passer. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, j'ai une nouvelle question. Donc, bonsoir. Merci pour ce webinaire pour Fertilab. Aujourd'hui, les donneuses et donneurs des gamètes sont anonymes en Espagne. Avez-vous connaissance d'une petite potentielle évolution de la loi espagnole dans les mois, années à venir pour lever l'anonymat des donneurs? Merci. Bonne soirée. Oui, voilà, effectivement, on a juste répondu à cela dans la question précédente. Effectivement, les dons est pour l'instant en Espagne est anonyme. Il est vrai que voilà, il a été évoqué le fait d'enlever l'anonymat, mais pour les prochains mois, non, pas du tout, parce que ça c'est un processus vraiment long. Si finalement ça se lance, parce que voilà, au niveau légal, il faut changer pas mal de choses. Pour l'instant, j'y crois pas que ça sera le cas en Espagne. On sait jamais, hein. Mais dans les mois à venir.
d'ici peu au niveau… non, j'y pense pas. Merci pour cette réponse, Clara. Merci pour cette question qui a été posée aussi dans le webinaire de la semaine dernière. Donc, vous dire que nous avons fait une étude présentée à l'EGRE, d'ailleurs, à la Société européenne de fertilité, dans un congrès médical en juin. Donc, Fertilab a fait justement une étude de « Et si on lèverait l'anonymat des donneurs ?» Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter à france@fertilab.org et nous vous enverrons cette étude-là pour que vous aurez plus d'informations par rapport à ça. Mais effectivement, comme Clara vous dit, ce n'est pas dans les mois, ni on ne croit pas, ni dans les années à venir que ça va s'enlever. Merci. Donc, je vais lire la prochaine question. Donc, pour Sabrina. Pour faire retranscrire l'ordonnance en France, faut-il avoir moins de 43 ans obligatoirement ou ça marche aussi quand on est plus âgé? Non, vous pouvez le faire après 43 ans. Il y aura certains médicaments qui seront pris en compte, d'autres pas, mais ça, tout dépend du traitement que la personne a. Merci. Donc, pour Clara, vos techniques de PMA sont identiques en France identiques aux techniques en France, excusez-moi. Avez-vous des nouveautés techniques ou médicales? Et si on parle, par exemple, des techniques basiques, au niveau d'une insémination artificielle, une fécondation in vitro, ça se fait de la même manière, on va dire, d'accord. Au niveau des dons, vous connaissez déjà les différences qu'il y en a entre la France et l'Espagne. Mais oui, par exemple, la technique qui me vient à l'esprit, si on parle vraiment de différence, ça serait par exemple le diagnostic génétique préimplantatoire. D'accord, qui est recommandé pour des femmes à partir des 38 ans, normalement, qui souhaitent faire une FIV avec ses propres ovocytes, ou soit et chez un couple ou une femme qui présente une mutation, une maladie génétique, qui souhaite déceler dans les embryons. D'accord, c'est une technique qui permet d'étudier les embryons de manière avant de les transférer, afin de uniquement transférer les embryons sans. D'accord. De cette manière-là, on évite d'un côté, par exemple, de réaliser des transferts qui vont finir par un échec, d'accord, et d'autre manière, nous assurer qu'on ne va pas transmettre une maladie à nos enfants. D'accord. Donc, ça, c'est la technique qui me vient plus à l'esprit quand on parle des différences entre l'Espagne et la France. Après, il est vrai que l'Espagne a toujours été un pays pionnier en PMA. Donc, il est vrai qu'au niveau technique, etc., on dispose par exemple toujours de notre côté de l'incubateur Timelapse Embryoscope Plus, qui est un incubateur qui inclut des caméras. Donc, ça permet que la culture embryonnaire se passe toujours dans les mêmes conditions. Les embryons, depuis le moment dont on fait la FIV jusqu'au moment soit de les congeler, soit de les transférer, restent dans les mêmes conditions, d'accord. Tandis que quand on ne dispose pas de ce type d'incubateur, il faut tous les jours prendre les embryons, vérifier au microscope, remettre, et ça forcément abîme un petit peu l'évolution et diminue les numéros de ovocytes qu'on arrive à obtenir. Donc oui, il y en a certaines différences. Merci beaucoup. J'ai une personne qui écrit une question pour Clara et un très bon message pour Clotilde. Donc, je vais les dire tout en même temps, mais après, on laisse chacun d'entre vous de répondre. Donc, pour Clara, vos techniques de PMA sont… non, celle-là, excusez-moi, j'ai déjà lu. Donc, excusez-moi. Oui. Bonjour. Sabrina, c'est pour Sabrina, excusez-moi. J'avais entendu dire que c'est le dossier CPAM qui devait être constitué avant les 43 ans et pas forcément le transfert. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le confirmer? D'autre part, le travail avec Clotilde est extraordinaire. Ma vie a complètement changé après seulement quelques séances. C'est une superbe thérapeute. Merci beaucoup. Alors, le dossier, oui, il faut qu'il soit monté au préalable. C'est une entente préalable, en fait, quand on va faire des soins à l'étranger. Sauf que le transfert, faut qu'il ait lieu avant les 43 ans, en tout cas le premier. Ensuite, si vous en avez d'autres parce que vous avez des embryons surnuméraires, ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. On peut aller jusqu'aux 45 ans pour faire des transferts et se faire rembourser aussi. Ce sera un autre dossier à monter. Mais en tout cas, pour se faire rembourser, entre autres pour une FIV avec don d'ovocytes ou une FIV, il faut que le dossier et le premier transfert soient faits avant les 43 ans.
Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si Clotilde, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce joli commentaire qu'une de vos clients vous a écrit. Oui, Clotilde? Je ne sais pas si je crois qu'elle a un problème de connexion. Donc, je vais continuer de lire d'autres questions. Donc, bonjour, question pour Clara, s'il vous plaît. Peut-on avoir des informations sur Baby Ferti avec don d'ovocytes? Je n'ai jamais fait de FIV. J'ai bientôt 43 ans et je souhaiterais savoir quels sont les examens à faire pour que le dossier passe en commission. D'accord. Donc, le programme Baby Ferti, c'est notre programme garanti grossesse et naissance. D'accord, c'est un programme qui inclut la réalisation de 3 cycles de FIV avec don d'ovocytes ou double don, et en fonction de chaque cas, et avec y compris tout le transfert des embryons qu'on arrivera à obtenir. Et si jamais, malheureusement, à la fin de les différents transferts des embryons qu'on a pu obtenir après ces 3 cycles, on n'obtient pas une grossesse évolutive et une naissance, il y a un remboursement de la totalité du montant pour la patiente ou le couple. Donc, les examens à faire, mon conseil, ça serait de tout d'abord prendre rendez-vous avec un de nos médecins parce que ça varie, d'accord, en fonction de, même si elle mentionne qu'elle n'a jamais fait de FIV, il faut passer par les médecins qui va vraiment, et peut-être en tenant en compte d'autres antécédents familiales, si la patiente présente encore des cycles ou pas, si elle a jamais tenté de tomber enceinte ou pas du tout. D'accord, il y a pas mal de choses qui font la différence et comme j'ai dit avant, on n'a pas un protocole standard ni non plus une liste standard. Donc, on préfère de tout d'abord avoir cette première contact avec un de nos gynécos. On va bien sûr après vous fournir la liste des examens qu'il faudrait nous présenter. Et effectivement, comme elle mentionne, il faut passer par ce qu'on appelle le comité médical, qui est la réunion de tous nos spécialistes, donc andrologues, biologistes et gynéco, qui a lieu normalement tous les mardis et qui évalue justement si la patiente ou le couple peut adhérer à ce type de programme de garantie. Donc, mon conseil dans ce cas-là, ça serait de prendre rendez-vous et d'évoquer directement avec un de nos gynécos son cas en particulier pour avoir après la liste d'examens à réaliser. Merci. Donc, j'ai une question pour Clara, s'il vous plaît. J'en suis à 12 tentatives de FIV-ICSI, 12 poncions et 4 transferts. Échec à chaque fois. Il nous faut un protocole plus sophistiqué. Est-ce qu'à Fertila, vous faites une FIV génétique, s'il vous plaît? Bon, tout d'abord, madame, très bon courage parce que j'imagine déjà que c'est pas facile d'arriver jusque-là. Donc, vraiment, j'espère que vous allez trouver la manière de que ça soit une dernière tentative. Donc, tout d'abord, ces côtés-là, tout mon soutien. Profite pour, effectivement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faire accompagner par le mieux. Donc, n'hésitez pas à y demander de l'aide si vous en avez besoin. Et du côté de la fibre génétique, oui, effectivement, comme j'ai évoqué avant, on dispose de la possibilité de faire appel au diagnostic génétique préimplantatoire. D'accord, la possibilité de biopsier les embryons et voir s'il y en a une anomalie chromosomique, etc., avant d'y procéder au transfert. À nouveau, le mieux, ça serait de faire un appel, une première consultation, avec un de nos gynécos, parce qu'effectivement, c'est un parcours qui est long et il y en a pas mal d'échecs. Donc, il faut vraiment voir tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait comme traitement pour la fibre, pour la stimulation, et quelle est aussi la qualité spermatique, etc., parce qu'il y a beaucoup de facteurs impliqués. D'accord, c'est pas toujours un seul facteur et non plus toujours les facteurs ovocytaires. Il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte. Donc, à nouveau, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à convenir un rendez-vous. C'est complètement gratuit et ça vous permet d'avoir un rendez-vous d'1 heure approximativement avec un de nos gynéco-spécialistes pour vraiment y parler de votre cas en particulier. Merci beaucoup, Clara. Une nouvelle question. Il y a quelqu'un qui dit: bonjour, j'ai raté le live. Sera-t-il rediffusé? Je vous confirme que oui. Donc, ce webinaire est en train d'être enregistré par le même programme, par Livestorm. Livestorm même va envoyer un replay à toutes les personnes qui se sont inscrites, même celles qui n'ont pas pu assister. Et à part ça, on va charger la vidéo sur notre chaîne YouTube et on partagera le lien sur un de nos stories sur Instagram. N'hésitez pas de nous suivre. Et comme ça, d'ici demain ou après-demain,
nous partagerons le lien pour que vous puissiez le voir. Donc, vous dire aussi que normalement, ce webinaire, il finirait dans 3 minutes. On va laisser 5 ou 10 minutes de plus pour les questions qui n'ont pas pu être répondues. Bonsoir. Pour Sabrina, nous avons déjà fait une tentative à Fertilab. Le premier embryon a bien pris, mais malheureusement, à 6 mois, il y a eu une prééclampsie avec décès de l'enfant. Combien de temps préconisez-vous pour une autre tentative? Et je ne sais pas aussi si Clotilde, elle peut donner un petit conseil émotionnel à cette patiente. Allô? Vous nous entendez, Sabrina et Clotilde? Alors, Esther, si tu peux répondre Ouais, j'arrive enfin à remettre mon micro. Je suis navrée pour les problèmes de connexion. Déjà, je voulais répondre à la personne tout à l'heure qui a marqué le message parce que je n'ai absolument pas pu décrocher le micro. Un grand merci, voilà, pour son retour d'expérience. On a dit qu'on ne donnait pas les noms et les prénoms, donc je ne le donnerai pas. Mais en tout cas, elle se reconnaîtra. Un grand merci pour votre retour d'expérience et puis au plaisir de continuer à cheminer à vos côtés jusqu'à ce que vous ayez ce petit bébé dans vos bras. Donc, voilà pour la première réponse que je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure. Et du coup, Esther, je te laisse me reposer la question que tu viens de me poser parce que je ne l'ai pas entendue. Ça se reconnectait encore à ce moment-là. Oui, excusez-moi. Elle est écrite pour Sabrina, mais je crois que vous pouvez répondre un petit peu chacune de vous trois. Donc, je crois que ça peut être dirigé à toutes les trois. Donc, nous avons déjà fait une tentative à Fertilab. Le premier embryon a bien pris, mais malheureusement, à 6 mois, il y a eu une prééclampsie avec décès de l'enfant, malheureusement. Nous sommes très désolés. Donc, combien de temps préconisez-vous pour une autre tentative? Moi, je dirais que ça serait plus au niveau médical, en fait, qu'il faut poser la question au médecin de chez Fertilab, parce que chaque cas est particulier, et là, c'est vraiment le côté médical qui va dire quand la personne va pouvoir refaire une tentative ou pas. Oui, justement, je pense que c'est vraiment le gynéco qui a suivi la patiente. Je suis désolée. Donc, qui a suivi la patiente que malheureusement a dû suivre cette situation, qui devra indiquer combien de temps il est nécessaire, si jamais il faut faire, je sais pas, des études complémentaires. Normalement, dans ces types de cas, il est recommandé avant d'y recommencer et deux fois de réaliser des échographies ou bien des hystéroscopies pour vérifier la cavité utérine avant d'y recommencer. Et bien sûr, là, je le serai Clotilde, mais j'imagine qu'il faut bien aussi prendre en compte, voilà, l'état émotionnel de la patiente pour se sentir prête à nouveau pour faire face à une nouvelle tentative. Hein. Oui, je ne sais pas si Clotilde, vous, de votre part, vous pouvez lui donner quelques petits conseils à niveau émotionnel. Je crois qu'elle a toujours des problèmes de connexion avec le micro, donc je continue avec la prochaine question et si Clotilde, vous arrivez à vous connecter, vous le dites. Donc, pour Fertilab, quel est l'âge maximum pour les tentatives de grossesse chez Fertilab? D'accord, donc au niveau de la loi espagnole, il n'existe pas en limite d'âge, mais il est vrai que l'organisme qui, on va dire, nous suivons, qui est la Société espagnole de fertilité, conseille que le 50 ans soit l'âge limite pour réaliser des tentatives de grossesse, d'accord? Mais il est vrai que si la patiente dispose d'embryons surnuméraires congelés, on peut éventuellement, dans ces cas-là, et en effectuant bien sûr une série d'examens pour vérifier que la santé de la patiente est OK pour cela aussi, effectuer le transfert jusqu'au 51 ans. Merci. Donc, je vais lire les 2-3 dernières questions. Donc, pour Clara à nouveau, pour le pack de 3 IAD, y a-t-il un délai entre les essais? Et il est possible d'effectuer le 3 essais pendant 9 mois, si je ne me trompe pas. Il est noté dans les devis. Par cœur, je ne connais pas toutes les devis, désolée, mais je dirais que c'est 9 mois. Ok, merci. Une suivante question, ça moi-même je pourrais répondre. Fertilab est à Barcelone seulement ou dans d'autres villes de l'Espagne? Nous vous confirmons que Fertilab n'est que à Barcelone. Et d'ailleurs, ça s'appelle Fertilab Barcelona. Une des dernières questions.
Toujours pour Clara, si FIV et plusieurs embryons sont obtenus, peuvent-ils être conservés? Oui, bien sûr, hein, toujours, on réalise, la FIV, d'accord, pour prendre le cycle de FIV et on transfère normalement en embryon parce que le conseil, c'est effectivement au niveau médical de transférer un seul embryon et puis les autres restent congelés, hein. Normalement et la plupart de nos traitements ont incluse la conservation pendant 1 an. Donc à ce moment-là, vraiment on va dire et si la grossesse a lieu et tout a fini et à partir de ces moments-là, la patiente peut décider si elle souhaite ou pas maintenir les ou les embryons conservés. Merci. Donc, je vais lire la dernière question qu'on nous a posée. Pour Clara, est-ce que vous faites un DPI quand il y a don d'embryon ou double don? Merci beaucoup pour toutes vos réponses si précieuses. Avec plaisir. Et oui, cela se peut. Ça se fait moins, effectivement, que quand on fait une FIV avec nos propres ovocytes parce que, malheureusement, non, avec l'âge, la qualité ovocytaire se voit vraiment touchée. Donc, plus d'âge, plus des anomalies chromosomiques. Donc, normalement, comme les donneuses ont maximum 35 ans, donc, normalement, il est moins fréquent, effectivement, d'avoir des anomalies chromosomiques. Donc, ça se fait moins de réaliser le DPI sur des embryons qui proviennent soit d'une fibre double don ou soit d'une adoption d'embryon, hein. Mais c'est possible, d'accord? C'est possible si la patiente le souhaite, si elle souhaite vraiment on va dire, renforcer sur ces côtés-là et si elle, bien par exemple, déjà, en a eu pas mal de chèques, etc., et souhaite vraiment mettre toutes les chances de son côté, il est possible d'en faire appel, mais nous le réalisons surtout chez soit des couples, comme je disais avant, que l'un ou l'autre présente une anomalie ou une maladie génétique, ou soit pour des femmes âgées à partir de 38 ans, normalement. Une dernière question pour Clotilde. Je ne sais pas si Clotilde, vous arrivez maintenant à répondre. Je ne sais pas si votre micro il fonctionne à nouveau. Non, Clotilde, je vois qu'elle a perdu sa connexion Internet. Pour les questions adressées à Clotilde, maintenant, on va mettre ici ses coordonnées. Je vais les indiquer ici dans la dernière diapo. Donc, ici, vous avez les coordonnées de Fertilab, après celles de Maya et celles de Clotilde, pour toutes les questions qui n'ont pas pu être répondues. Aussi, donc, vous rappelez qu'en tant qu'adhérent à l'association Maya ou cliente de Clotilde, vous aurez un 10% de réduction dans tous nos tarifs pendant toute l'année et un 15% de réduction dans des périodes de promotion. Vous rappelez aussi donc que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous allons organiser cette journée informative sur place à Paris. Je le dis à nouveau, si jamais, quand je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas encore connectés. Merci beaucoup, Sabrina, Clotilde et Clara, pour votre participation, pour vos belles présentations, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à tous les participants et n'hésitez pas à nous contacter aux adresses mail qui sont affichées là. Nous vous souhaitons une belle soirée et nous vous remercions pour tout. À très bientôt et on espère que ce webinaire vous a paru très intéressant. À très bientôt. À très bientôt, merci. Belle soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.